Bonjour à tous. On va débuter dans un instant, le temps que tout le monde se connecte. Alors, euh, Bonjour, bienvenue à cet entretien bombardier organisé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Nous recevons ce matin le regroupement des firmes de services professionnels indépendantes. Je me présente, je suis Julie Desjardins, directrice affaires publiques à la Chambre, et j'animerai le webinaire de ce matin. Permettez-moi tout d'abord de remercier Hydro-Québec, la presse, Rogers et The Gazette, qui sont nos collaborateurs pour cet événement. Aujourd'hui, nous avons donc le plaisir d'accueillir 6 professionnels qui nous viennent de firmes de services professionnels. Il s'agit de Mario Bédard, président du conseil d'administration de Mallette, Julie Dubé, associée vice-présidente exécutive Montréal chez LG2, Olivier Laquinte, porte-parole du regroupement et président de Talsom, Jean-Philippe Rèche, associé principal chez Proaction International, Elisabeth Starenki, associée principale de la Tête chercheuse, et Annick Trudel, chef de la direction de Lavry Avocats. Ils sont tous membres du regroupement des firmes de services professionnels indépendantes, le RFSPI. Ils viennent nous parler aujourd'hui de l'importance de l'économie du savoir. Alors, pour débuter, Olivier Laquinte, qui est porte-parole du regroupement, nous présentera en quelques minutes les origines du regroupement. Et je discuterai ensuite avec l'ensemble de nos invités de différents enjeux auxquels les firmes de services professionnels font face. Veuillez noter qu'on n'a pas prévu de période de questions à la fin du webinaire, mais vous pouvez nous faire part de vos commentaires grâce au chat de Zoom. Alors, sans plus tarder, Olivier, je te cède la parole. Bonjour, merci beaucoup. Oui, bien en fait, le regroupement a pris forme avant la crise, là. C'est sûr qu'en ce moment, c'est un peu associé, les deux sont un peu associés, mais dans les faits, on a commencé à réfléchir au regroupement au mois de novembre dernier. Dans le cadre d'une conférence, j'ai rencontré quelques entrepreneurs à la tête de firmes de services professionnels et on a commencé à discuter des enjeux de nos entreprises reliés soit à la poursuite de nos activités une fois que le fondateur ou la fondatrice veut passer le flambeau, et aussi par rapport au développement des entreprises. Comment on fait pour développer des entreprises de services professionnels, et aussi aux enjeux peut-être reliés à l'entrepreneuriat et au fait qu'on dit un peu des fois que l'entrepreneuriat dans un contexte de services professionnels est un peu l'enfant pauvre de l'entrepreneuriat au Québec. Et on s'est dit, bien, ça serait peut-être intéressant de créer une plateforme dans laquelle on est capable de discuter et d'adresser ces enjeux-là, de se parler les uns les autres. Évidemment, il y a différentes associations sectorielles, mais il n'y avait rien de transversal. Et donc, vous savez, là, la vie étant ce qu'elle est entre le mois de novembre et le mois de mars, ça passe dans un claquement de doigts. Et donc, on se retrouve ensuite de ça au mois de mars et la crise arrive. Et dans les premières semaines, là, on s'en souvient, il y avait il y a une emphase qui a été mise par rapport à l'importance pour non seulement les entreprises, mais en fait l'ensemble du tissu économique du Québec de s'adapter, de se transformer. Et il y a différentes mesures aussi qui ont été mises en place pour différentes industries, différents secteurs. Et quand tout ça est arrivé, on a commencé à remarquer que justement le secteur des services professionnels était très absent alors que ben, on est au cœur des transformations, des adaptations. C'est ce qu'on fait au jour le jour quand ça va bien et aussi quand ça va mal chez nous, dans nos entreprises, mais aussi évidemment avec nos clients. Puis même chose au niveau des mesures, on ne voyait rien qui était nécessairement adapté à nos entreprises qui, évidemment, elles aussi sont frappées par la crise. Donc, on a vu là, évidemment, une occasion d'accélérer le développement du regroupement. On a engagé une discussion avec le gouvernement en écrivant une lettre au premier ministre et au comité de relance. Et à ce moment-là, en fait, on se retrouve peut-être à la mi-fin mars. On était 25 co-signataires et ensuite de ça, ben, on a commencé à se structurer. Et maintenant, ben, on est maintenant plus de 175 en fait co-signataires dans le regroupement. Maintenant, en fait, l'objectif du regroupement à long terme est de favoriser l'entrepreneuriat dans un contexte de services professionnels. S'assurer que, en fait, on va développer des entreprises qui sont de classe mondiale. Et une fois que les fondateurs, fondatrices sont prêts à passer le flambeau, on va avoir une culture qui va permettre le reprenariat
à l'intérieur de nos entreprises, peut-être à nos employés ou par d'autres firmes. Et maintenant, évidemment, à court terme, notre objectif est de travailler avec le gouvernement pour que celui-ci soit en mesure de développer des programmes structurants qui vont permettre aux entreprises de se transformer et en se transformant, en fait, de créer un cercle vertueux pour le Québec par lequel les dollars investis vont être investis en favorisant l'entrepreneuriat local et donc que les profits vont être réinvestis. Et ce faisant, bien, développer une économie qui va être plus forte et aussi développer des firmes qui vont aller développer des nouvelles expertises qui, à leur tour, vont être exportables. Alors voilà pour la brève introduction et la genèse du regroupement. Excellent, merci Olivier. Alors, je peux te confirmer que ce matin, en tout cas pour la prochaine heure, le secteur des services professionnels ne sera pas absent. C'est tout ce dont on va parler. Voilà. Écoute, avant de poser ma première question aux autres invités de ce matin, j'ai envie de te demander d'entrée de jeu comment le regroupement travaille avec les autres regroupements sectoriels, comme par exemple l'Association des agences de communication créative qu'on connaît sous le nom de l'A2C ou l'Association québécoise des technologies, par exemple. Oui, bien, en fait, le regroupement, je le disais, notre objectif est de favoriser l'entrepreneuriat dans un contexte de service professionnel. Donc, on ne se concentre pas sur le volet métier. C'est vraiment plus le développement des entreprises qui est sous-jacent à notre mission et à ce qu'on veut faire. Et donc, ben, en fait, on travaille, on est complémentaires. Évidemment, on est nouveau, hein, on vient d'arriver sur le marché, si on veut, sur le radar. Donc, ben, on a des rencontres, on discute, on se présente. Et clairement, je pense que oui, à travers la crise, mais même à long terme, on a des objectifs des fois qui se recoupent. Donc, je pense qu'on va être vraiment emmenés à travailler les uns avec les autres pour, encore une fois, le bien du secteur en général. Et la grosse différence, c'est que nous, ce n'est pas le volet métier sur lequel on met de l'emphase, c'est le volet entrepreneurial et développement des entreprises. Excellent, merci. Alors, je propose maintenant qu'on passe tout de suite au premier axe de la discussion de ce matin qui porte sur la relance. Ma première question est pour Jean-Philippe Rèche. Jean-Philippe, comment voyez-vous le rôle des firmes de services conseils québécoises dans la relance économique? Pour moi, le service conseil, c'est fondamental au travers d'une relance parce que, à quelque part, d'une certaine manière, quand on arrive dans des crises comme celle qu'on vit actuellement pour plusieurs entreprises, en général, les stratégies se divisent en deux. Il y a celle de la défense, où on veut sécuriser nos acquis pour ne pas prendre de chance, et il y a celle de l'attaque. C'est les deux stratégies dans lesquelles on se positionne. Le business as usual, il est assez rare, donc on doit se positionner dans ces deux éléments-là. Et on sait aujourd'hui que l'entrepreneuriat en mode défensif, c'est pas très, très solide. Hein? C'est pas comme ça qu'on se construit. C'est beaucoup plus en mode d'attaque qu'on réussit à faire la différence. Le problème du mode attaque, c'est l'inconnu. C'est qu'on est en situation de crise, il y a plein d'inconnus et on ne sait pas vraiment comment attaquer et ça devient un risque. Le service conseil permet donc à ces entreprises-là d'enlever le risque. Parce que quand ça fait, par exemple, mettons, dans le cas de mon entreprise, si ça fait 32 entreprises qu'on accompagne à faire un certain move, bien, on enlève du risque à aider cette entreprise-là d'attaquer dans cette direction-là. Le service conseil permet donc de guider à pouvoir attaquer intelligemment, donc pas de façon insouciante, pas de façon dangereuse. Ça permet aux organisations d'oser continuer à attaquer pour être justement dans l'entrepreneuriat encore plus solide. Si je me fie, moi, en 2008, moi, c'est ma deuxième entreprise de service, donc celle dans laquelle je suis aujourd'hui chez Proaction, ça fait une douzaine d'années, donc je suis arrivé à peu près en 2008. Et aujourd'hui, on avait réussi à convaincre des organisations en 2008 d'oser le faire. Et sans nommer de nom, ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas de la publicité, mais il y a des organisations qui aujourd'hui sont rendues bien ailleurs parce qu'ils ont fait les choses différemment en 2008, parce qu'on les a accompagnées, parce qu'il y a plein d'autres mondes qui les ont accompagnés. Le service conseil, c'est l'intelligence regroupée qui permet de permettre aux gens de faire de façon stratégique et intelligente des moves qui vont leur permettre de réussir à faire d'autres choses qui vont leur permettre d'amener ailleurs. Et si on ne le fait pas et on tombe en mode défensif, dites-vous toujours qu'il va y en avoir d'autres qui vont le faire et qui vont venir prendre notre marché. Et j'étais avec un client la semaine dernière où pendant qu'eux avaient dû arrêter leur entreprise, il y avait des Américains qui continuaient et il y avait donc la difficulté à livrer. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, ça devient très, très difficile de reprendre leur position par rapport à ces événements-là. Donc, on les conseille sur comment y arriver. C'est un peu l'exemple facile et banal, mais aujourd'hui, plusieurs savent que quand il y a une crise boursière, c'est peut-être le temps d'oser investir. C'est un peu le même principe. Donc, en entrepreneuriat, c'est notre guide, c'est d'aider les entreprises pour pouvoir réussir à oser faire les choses intelligemment, pour profiter de l'occasion, chose qu'ils ne feraient peut-être pas en temps normal s'ils n'étaient pas bien accompagnés, parce qu'ils n'oseraient pas. C'est ça l'objectif du service conseil aussi.
Excellent, merci Jean-Philippe. Annick, Jean-Philippe vient de nous expliquer un petit peu c'était quoi le rôle des entreprises en service conseil. Ma question pour toi, ce serait plutôt de te demander de nous parler du rôle que jouent les entreprises du regroupement dans la transformation de l'économie québécoise suite à la crise qu'on vient de vivre ou qu'on est encore en train de vivre. Merci. Écoute, je pense qu'on a d'abord, en fait, il y a plusieurs axes pour lesquels on peut répondre à la question. Je pense qu'on a un rôle d'accompagnement important dans tout ce qui touche la transformation numérique. C'est sûr là, que dans le contexte actuel, le virage numérique devient encore pertinent. C'est sûr qu'il y a plusieurs entreprises qui sont déjà passées par là ou qui sont en cours. Pour moi, l'accroissement de la productivité des entreprises du Québec, leur accès au marché passe en partie par ce virage-là. C'est sûr que l'ensemble de nos modèles d'affaires traditionnels sont complètement en mutation de façon très accélérée, notamment à cause de la crise. Et donc, en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même accès à plusieurs incitatifs là, qui ont été mis en place par les gouvernements pour accompagner les entrepreneurs qui ont ce défi-là. Je pense au crédit d'impôt C3I du gouvernement, la déduction incitative là, pour la commercialisation des innovations là, qui devrait arriver en janvier, ou ESSOR, programme ESSOR qui est parti par le MEI. Donc, je pense que comme service conseil, on a vraiment un rôle d'accompagnement pour l'optimisation de ce virage-là à tous les niveaux, que ce soit sur le plan juridique, que ce soit au niveau de la transformation organisationnelle, gestion du changement ou de la communication. Donc, ça, c'est le premier volet, selon moi. L'autre chose, c'est je pense qu'on a un rôle à jouer dans ce que moi j'appelle le développement du talent durable. En favorisant le développement des entreprises locales de propriété québécoise comme les nôtres, on favorise l'essor du secteur privé entrepreneurial. En fait, on partage tous un même intérêt commun, c'est-à-dire la pérennité de nos organisations. Et notre indépendance passe par une relève québécoise qui est forte et mobilisée. Et c'est sûr que toute la question de l'exode de talent va revenir comme préoccupation. Donc, je pense qu'on a un rôle important à jouer. Et je pense que d'encourager l'entrepreneuriat québécois, c'est d'encourager aussi la pérennité du talent d'ici. Et je pense que le troisième volet, c'est qu'on a vraiment un rôle de courroie de transmission d'informations. Nos entreprises sont établies partout au Québec. On est connecté sur les différents leviers de transformation, d'opportunités d'affaires dans chacune des régions. Que ce soit au sein de nos propres entreprises, par le biais de nos clients, de nos réseaux de partenaires. Et donc, je pense que ça permet un partage des innovations, des meilleures pratiques qui sont en cours sur le terrain actuellement. Et on a une capacité, dans le fond, un rôle de transmission de ces informations-là aux donneurs d'ordre. Et plusieurs d'entre nous, déjà, on le fait, on entretient des communications régulières avec eux de façon quasi en temps réel ces jours-ci, en fonction de l'évolution des besoins du marché. Et donc, je pense que dans ce contexte-là, on a donc ce rôle de courroie de transmission et on doit être particulièrement attentif aux défis là, de survie et de transfert des entreprises au-delà de la première génération, dans la mesure où on fait face nous-mêmes à ces défis-là comme entreprise de service. Donc, c'est vraiment les trois volets là, que je vois qui sont de mise actuellement. Excellent, merci beaucoup. Mario, Annick vient de parler de l'importance de la croissance, de la pérennité de nos organisations. Comment on fait pour créer le prochain CGI ou le prochain SECAR et soutenir sa croissance ici et à l'international? Pour créer ce type d'engouement, il faut changer la perception du secteur et le soutien financier. Alors, comment on y arrive? Merci, Julie. Très bonne question. On y rêve tous un peu au prochain CGI ou de le devenir. J'ai regardé cette question-là en regardant la situation actuelle après la pandémie, le gouvernement qui est très, très impliqué et qui peut nous aider présentement et dans le futur. J'ai sorti deux exemples. Un exemple passé
qui a aidé à faire des entreprises à la CGI grâce un peu à l'État, et un exemple présent qui peut aller vers là puis dire que c'est une bonne idée ce qui se fait présentement. L'exemple passé, j'ai regardé dans le domaine de l'ingénierie. Qu'est-ce qui a fait qu'on a développé un SNC-Lavalin, un RSW, qui sont devenus des firmes qui ont travaillé partout à l'international? C'est parce que l'État, dans les années 73 et 85, on a créé la Société de la baie James et on a donné la chance à des entreprises québécoises de se développer et développer une expertise extrêmement pointue qui fait qu'aujourd'hui, on peut faire des barrages partout dans le monde. Présentement, M. Fitzgibbon a parti un projet de zone d'innovation. Rappeler un peu, c'est un peu réinventer notre économie. Les zones d'innovation, c'est de donner la chance à plusieurs places, 18 places au Québec, de prendre un secteur d'activité très précis et de devenir des leaders mondiaux dans un secteur. Et ce mandat-là aurait pu être donné à une firme internationale ayant un gros mandat pour 18 places d'affaires, alors que le ministère a ramené ça à faire 18 mandats par place, ce qui permet à des entreprises comme la nôtre, mais comme n'importe quelle entreprise québécoise, de s'impliquer, de développer une expertise. Les zones d'innovation, ça touche le plan d'affaires, la planification stratégique, le maillage. Donc, il y a beaucoup d'éléments développés à l'intérieur de ces projets-là. C'est des projets intéressants, mais qui vont permettre à des entreprises québécoises de développer une expertise en service conseil qui permet aux entreprises de prendre de l'ampleur et d'exporter le produit à l'extérieur du Québec. Merci beaucoup. Vous êtes tellement efficace dans vos réponses qu'on a déjà de l'avance un petit peu sur le déroulement de la session. Alors, avant de passer au deuxième bloc, j'aimerais juste prendre un petit instant pour voir s'il y a quelqu'un parmi vous qui aimerait peut-être rebondir là, sur les commentaires qu'on vient de formuler dans les dernières minutes. Ça va? Alors, on va passer au bloc suivant et on pourra peut-être avoir du temps pour prendre une ou deux questions qui nous ont été soumises par le public à la fin de la rencontre. Alors, le deuxième thème de la discussion porte sur le rôle de l'écosystème. Alors, la première question s'adresse à Julie Dubé. Julie, qu'est-ce qui pourrait être fait différemment pour avoir davantage recours à des entreprises québécoises dans votre secteur et donc soutenir leur relance à elles aussi? Merci, Julie Desjardins. Problème de génération, Julie. Bon matin. Évidemment, la première chose que je veux vous dire d'emblée, c'est que le regroupement n'est pas là pour demander la charité. Au contraire, on a toutes des entreprises qui sont des leaders dans nos industries. Notre message est vraiment comment on bâtit une économie québécoise qui est plus forte, qui est plus durable, pour reprendre le mot de Annick. Puis pour sensibiliser aussi à toute la prospérité, à toute la richesse qui reste au Québec quand on fait affaire avec nos entreprises, que ce soit parce que nos profits, on les réinvestit ici, parce que nos sièges sociaux sont ici, parce qu'on développe tout un écosystème du savoir, comme le dit Olivier. Fait que j'ai un peu dévié de ta question, Julie, parce que là, j'ai dit le pourquoi, puis là, je vais répondre au comment. Puis quand je pense au comment, des fois, je trouve ça simple, puis des fois, je trouve ça compliqué. Fait que je vais répondre un peu des deux. C'est simple dans le sens que c'est comme un réflexe qu'il faut développer. Il faut développer le réflexe du local, le réflexe de prendre, d'acheter entrepreneurial québécois. Puis c'est simple parce que j'ai envie de dire à tous les donneurs d'ouvrages qu'il faut s'intéresser, dans le fond, à la propriété des entreprises avec qui ils font affaire. Il faut poser la question jusqu'au holding c'est à qui appartiennent nos entreprises. Puis, on ne se cachera pas la tête dans le sable. On sait que c'est complexe parce que, dans le fin fond, il faut changer les processus d'approvisionnement stratégique et ça, on sait que ce n'est pas une mince affaire. Puis, une des choses dont on a envie, nous, c'est de s'asseoir avec les grands donneurs d'ouvrages puis de trouver des solutions ensemble. Puis, on est vraiment inspiré aussi comment le gouvernement, comment les entreprises ont géré la crise dans une énergie de débrouillardise, puis de tout est possible quand on peut. Fait que là, on se dit, bien, on veut ensemble trouver ces solutions-là, puis on est ouvert, on veut trouver des solutions qui sont acceptables à tout le monde. Évidemment, on a des petites suggestions et je vous parlais de poser la question de la propriété des entreprises, c'en est une. L'autre façon, c'est que le portail du regroupement qui a été créé, bien, ce sont, Olivier le disait ce matin, là, presque déjà 175 entreprises dont la propriété a été validée. Donc, j'invite tout le monde à magasiner sur ce merveilleux site-là. Mais on pense aussi que les grandes entreprises, les sociétés d'État, les gouvernements
devrait, au fil de départ comme au fil d'arrivée, reconnaître la propriété des entreprises, que ça soit, par exemple, en disant, bien, moi, dans toutes les entreprises que j'invite à soumissionner sur un dossier, il y en a au moins 50 qui sont à propriété locale. Ou quant à la grille, quand je fais une grille de pointage, qu'on accorde des points à la propriété locale. Et encore une fois, ce n'est pas pour faire la charité, mais c'est vraiment, encore comme le disait Olivier, parce que c'est un cercle vertueux, parce que chaque geste compte pour la relance de notre économie. Et si c'est si important qu'on ne magasine pas sur Amazon, c'est d'autant plus important que le plus possible de sous qui restent dans notre économie, de talents durables qui soient formés. Alors, ça serait ma réponse très, très courte. C'était parfait. Merci beaucoup, Julie. La prochaine question s'adresse à Mario. Donc, Julie vient d'aborder la question des processus d'approvisionnement stratégique. Elle a parlé des donneurs d'ouvrages puis du rôle des gouvernements. J'aimerais ça te demander peut-être d'approfondir un peu sur ce point-là. Quel rôle peut jouer le gouvernement dans le soutien des différents secteurs que vous représentez, à la fois à court terme pour passer à travers la crise d'abord, mais aussi à plus long terme pour favoriser le développement du secteur des services professionnels? Merci. Avant de répondre à la question, je vais un peu continuer à faire du chemin sur ce que Julie Dubé en parlait un petit peu. Remercier Olivier d'avoir créé le RFSPI. Je pense que c'est intéressant pour nous de mieux se connaître et surtout de voir qu'ensemble, on a une offre de service très large qui peut, puis vous allez voir, ça va aller avec ce que le gouvernement peut faire pour nous, mais on a une offre de service au nombre d'entreprises, on parle de 150, 175 entreprises, qui est très, très large. Et si on se met ensemble, on peut répondre à peu près à n'importe quelle demande, n'importe quelle offre de service de n'importe quel niveau. Et de là à répondre à votre question, qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour nous? Écoutez, je suis comptable de formation. La vérificatrice générale des dernières années a fait, à un moment donné, des recommandations au gouvernement de segmenter certains produits, certaines offres de services, excusez, et de regarder attentivement les exigences qu'ils mettent dans les offres de services pour les mandats et, entre autres, aussi la sous-traitance. Pourquoi la sous-traitance? Bien, ici, on arrive avec des offres de services où on ne permet pas la sous-traitance. Donc, tu viens, puis ton offre de service est importante et large en nombre de services, mais souvent, ça empêche les firmes de pouvoir se qualifier. Alors que si la sous-traitance est permise, on pourrait se parler entre nous dans le regroupement, puis c'est de là que je remercie Olivier, en ayant tous les services possibles. Tu vas chercher chaque besoin et tu crées un consortium, si on veut, pour répondre à l'offre de service. Donc, de permettre la sous-traitance dans toutes les offres de services permet aux entreprises de moyenne envergure de répondre plus adéquatement ou plus facilement aux offres de services. Aussi, dans les exigences, souvent, on ne segmente pas. Tantôt, je vous ai parlé des zones d'innovation, puis j'ai trouvé ça intéressant parce que dans des zones d'innovation, ils ont fait plusieurs mandats, ce qui nous a permis de répondre et de gagner des offres de services. Quand on ne segmente pas, souvent, on limite le nombre de personnes qui peuvent répondre aux offres de services. Tout récemment, la semaine dernière, on a regardé une offre de service pour le processus d'octroi de contrat et aider une société publique à octroyer un contrat. Nous, on a eu un mandat il y a quelques années pour la Société d'assurance automobile du Québec où on les a aidés dans le choix de leur fournisseur pour le système informatique. Je crois que c'est IBM qui a gagné. C'est un mandat de plus de 100 millions. C'est un mandat important. Et là, la société publique, dans la dernière semaine, demande aux firmes de les aider pour aller dans un appel d'offres, mais met une clause qu'il faut avoir fait dans les 5 dernières années 2 contrats de 500 millions. Donc, automatiquement, à peu près toutes les firmes québécoises sont éliminées et on vient de se virer vers les firmes internationales. Cette clause-là n'est pas valable en tant que nous parce que aider un processus d'octroi de contrat pour 50 millions, 100 millions, 500 millions, c'est la même chose. On aide au processus, on ne fait pas le mandat. Et donc, bien revoir les offres de services quand on dit gouvernement et tout ce qui est lié au gouvernement, la République publique, ainsi que les grands organismes, le Fonds de solidarité, Caisse de dépôt, que ces gens-là, quand ils donnent les offres de services, regardent à l'intérieur de leurs conditions pour s'assurer que les firmes québécoises puissent se mettre en équipe, puissent répondre adéquatement, qu'il n'y ait pas de clause qui les exclut d'une façon anormale, ce que je voudrais dire. Fait que je pense qu'il y a un travail à faire, puis c'est pas moi qui vous le dis, c'est les rapports de la vérificatrice générale qui avisaient le gouvernement de faire ça. Je vous remercie.
Excellent, merci Mario. Donc, la prochaine question s'adresse à Olivier. Olivier, Mario vient d'évoquer là, certains joueurs comme la Caisse de dépôt, le Fonds de solidarité FTQ. On sait que dans vos démarches, vous avez des rencontres avec des grands joueurs comme ça, comme eux, Investissement Québec également. Alors, quelles sont vos demandes et vos attentes spécifiques envers ces institutions-là? Quand vous leur parlez, qu'est-ce que vous leur dites? En fait, les grands groupes, je pense qu'il faut retourner, quand on parle de ces institutions-là, il faut retourner à leur mission et ce pourquoi est-ce qu'elles sont là et est-ce qu'elles ont été créées. Et sur à peu près l'ensemble de leur site Web, la mission, c'est de favoriser le développement des entreprises québécoises. C'est au cœur de ce qu'elles font. Donc, et évidemment, ces entreprises-là, ces institutions-là ont des entreprises en portefeuille dans lesquelles ils ont investi. Donc, notre attente, en fait, c'est qu'elles voient les entreprises de services professionnels comme des entreprises, justement, et non pas seulement comme des fournisseurs de services. Et donc, à travers l'accompagnement qu'elles donnent à leurs entreprises qui sont en portefeuille, qu'elles favorisent le recours à des entreprises québécoises pour accompagner ces transformations-là, ce qui, honnêtement, n'est pas nécessairement le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les entreprises, les firmes de services professionnels sont souvent vues comme étant des vendeurs ou des services. Et on a de la difficulté, je trouve que les institutions ont de la difficulté à voir justement les entreprises, les entrepreneurs qui sont en arrière de ces firmes-là. D'ailleurs, je vois dans le chat, là, il y a quelqu'un qui a posé une question aussi par rapport à comment faire la compétition des services offerts par les institutions. Parce que dans bien des cas aussi, ces institutions-là offrent des services qui viennent concurrencer le secteur privé. Et donc, je pense qu'il faut y avoir une très, très grande réflexion par rapport à ça pour deux raisons. Bien, premièrement, c'est une concurrence par rapport au secteur privé. Donc, est-ce que réellement c'est au cœur de leur mission et c'est dans leurs objectifs de faire ça? Et deuxièmement, bien, il y a une certaine aussi dévaluation de la valeur de ce qu'est un service professionnel. Et donc, nos attentes sont celles-là. Nos attentes sont de revoir et de reconnaître les entreprises et l'importance du secteur en arrière. Donc, et en ce moment-là, de favoriser l'utilisation de services professionnels indépendants pour accompagner les services professionnels, les entreprises qu'elles ont en portefeuille. Et deuxièmement, qu'il y ait une réflexion faite par rapport à la valeur des services professionnels et l'offre, en fait, de services qu'elles-mêmes donnent à certaines entreprises. Excellent. Merci beaucoup, Olivier. Je vous propose de passer maintenant à l'axe 3 de la discussion qui porte sur l'entrepreneuriat. Alors, une première question pour Élisabeth qu'on n'a pas encore interpellée jusqu'à maintenant. Alors, Élisabeth, on arrive à toi, enfin. Ma question pour toi, ce serait comment le regroupement soutient-il l'entrepreneuriat et le leadership québécois? Merci, Julie. En fait, le plus grand défi des entrepreneurs, c'est la visibilité et l'accessibilité au marché des opportunités d'affaires. On est des gens occupés, on essaie de bâtir une économie, une valeur, une pérennité auprès de nos entreprises. On se lève tôt pour développer cette crédibilité et comme Olivier le disait, le regroupement pour nous, c'est de créer une reconnaissance de l'apport que tout ce secteur amène au monde des affaires au Québec, mais même parfois plus loin parce qu'on a cette chance d'avoir une industrie du savoir très développée et parfois on a le réflexe de regarder ailleurs parce qu'on pense qu'ailleurs c'est mieux, alors qu'ici, on est des exemples pour plusieurs à travers le monde. Donc, ce regroupement pour nous, et c'est plus de 175 co-signataires, c'est de donner un visage au secteur, d'indiquer c'est quoi cette force d'impact du secteur du service, du conseil, parce qu'on crée un tissu économique du savoir et de l'expertise au Québec. On parle beaucoup du Québec Inc., puis là, on pense à des produits souvent, mais le Québec Inc., c'est aussi des entreprises de services, d'intelligence. Donc, je tiens à souligner tous ces efforts que le regroupement fait parce que ça va avoir des retombées pour tous les membres et tout ce secteur.
Donc, pour moi, le regroupement, c'est vraiment une opportunité de visibilité. C'est aussi, comme on le voit un peu à travers le monde, ça prend des mouvements de fond pour faire changer les choses. Donc, pour les firmes indépendantes comme la Tête chercheuse, qui depuis plus de 20 ans, on se dédie au succès de nos clients un à un, à comprendre leur réalité, à vraiment être présent dans le succès et la réussite. En fait, on est juste redevable à nos clients et c'est le cas pour toutes les firmes de conseil. On est plus agile, on est créatif, on travaille pour être meilleur pour nos clients parce que c'est à eux qu'on doit tout et qui sont notre leitmotiv. Oui, on travaille à offrir des emplois de qualité à nos équipes, mais ce qui reste en bout de ligne, la richesse, bien, on la réinvestit. On la réinvestit ici dans la recherche, dans le développement, de l'expertise, dans l'innovation. On dit souvent que le Québec est très créatif, mais je pense que tout cet écosystème entrepreneurial indépendant participe directement à ce critère qui nous distingue, la créativité. Parce qu'il faut qu'on se distingue pour être plus fort, pour pouvoir compétitionner avec les plus grands. Donc, je pense que cette richesse qu'on réalise à quel point de faire affaire avec des firmes d'ici permet de réinvestir dans notre savoir collectif. On réalise rapidement que l'entrepreneuriat québécois travaille à rendre tout le monde meilleur et plus fort. Et finalement, comme Julie Duby le mentionnait tantôt, je pense qu'au Québec, on est en train de faire un très bon travail du réflexe de l'achat local. On pense tout de suite au panier bleu, on pense à plein d'initiatives et on est prêt à même mettre quelques sous de plus pour dire « j'ai soutenu l'achat local ». Le regroupement propose de transformer ce réflexe ou de l'amener à un autre niveau dans le sens que d'avoir le réflexe de prendre l'expertise locale, de croire que l'expertise locale peut nous amener dans notre développement de stratégique où on veut aller, parce qu'il y a cette force de comprendre l'écosystème d'ici. Et je pense qu'il ne faut pas minimiser cette connaissance et de la réalité des entreprises d'ici. Et favoriser l'expertise locale, c'est se donner plus de chances encore de réussir collectivement. Merci beaucoup, Élisabeth. Alors, je rebondirai tout de suite avec une question pour Jean-Philippe. Jean-Philippe, Élisabeth parlait là, à l'instant, entre autres, de l'importance de donner un visage au secteur. Vous-même, en tant qu'entrepreneur, premièrement, vous êtes présent à l'international. Alors, j'ai une question qui est en 2 volets pour vous. J'aimerais que vous nous parliez des soutiens dont vous avez bénéficié à vos débuts et des soutiens dont vous auriez besoin dans la période actuelle de crise. Et j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de la complexité de gérer les activités de vos différents bureaux à travers le monde en ce moment. OK. Donc, Julie, gênez-vous pas de m'arrêter parce que vous tombez dans la passion de l'entrepreneur. C'est bon. Je vais essayer de conserver mon temps. Il faut savoir que moi, à la base, pourquoi je suis devenu entrepreneur en service conseil, c'était lorsque je faisais ma maîtrise. Je me souviens, j'étais dans une entreprise en Estrie et j'ai vu une grande limousine arriver. De laquelle il sortait un Japonais, qui était un consultant en ligne, à laquelle il y avait un traducteur et un chauffeur qui sont sortis comme ça. Et je me souviens, et j'avais le président de l'entreprise où j'étais, qui était tout fier de me présenter son consultant japonais qui arrivait de là. Et sur le coup, j'ai dit, mais attends un peu, comment ça se fait qu'on a un Japonais ici qui ne parle pas la langue locale, qui s'en vient nous expliquer comment faire des affaires ici? Ça m'avait impressionné. Et je m'étais dit à ce moment-là, un jour, ce sera mon tour, mais de l'autre côté. Et quand ça arrivera, je prendrai ma retraite. Je ne l'ai pas pris encore, donc ce n'est pas encore arrivé. Je travaille dans 12 pays, mais pas encore au Japon comme ça. Donc, ce que j'avais trouvé, à ce moment-là, je faisais ma maîtrise en gestion de la performance et j'étais avec un paquet d'entreprises conseils. Ce que je me rendais compte, c'est qu'au Québec, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'était mentionné un petit peu où on a une créativité énorme. On n'a pas le choix parce qu'on a les Américains à côté de nous. Donc, quand ça vient trop masse, trop facile, de toute façon, ce que je dis, ça s'en va de l'autre côté. C'est très, très facile, très, très, très grosse masse, ça s'en va en Chine. Qu'est-ce qui nous reste ici? Je dis, excusez dans mon jargon, il nous reste la boîte. Des petites choses compliquées.
Et donc, pour être capable de performer là-dedans, ça prend de l'accompagnement professionnel, ça prend des bonnes pratiques. Donc, on a développé beaucoup de services conseils en lien avec cette réalité-là. Par contre, le Québec est un petit marché. C'est un petit marché, ce qui fait que demain matin, vouloir être 8000 dans mon domaine au Québec, ça n'existe même pas, ça ne se fait pas. Fait qu'il faut viser l'international, il faut viser l'ampleur pour être capable de réussir à avoir les bénéfices pour pouvoir investir et continuer. Fait que mon objectif, c'était de devenir gros. Et au Québec, veut donc dire devenir international. On n'a pas le choix. Une fois que ça c'est dit, bien, on a besoin d'aide pour y arriver. Et quelles sont les aides qui m'ont permis, moi, d'y arriver au travers de 2 boîtes conseils? Zéro. Sincèrement, je n'ai pas eu d'aide directement. Il y a eu de l'aide indirecte sur laquelle je vais rebondir, mais l'aide, c'est très complexe. Donc, les 2 entreprises sur lesquelles j'ai travaillé avec mes associés à grandir, c'est plutôt des bâtons dans les roues que l'on a eu plus que de l'aide. Des bâtons dans les roues d'un peu partout. C'est difficile de se catégoriser pour des aides gouvernementales. C'est difficile au niveau des banques d'avoir du soutien financier. Je n'ai pas d'inventaire, je n'ai pas de building, j'ai pas. Donc, d'avoir des grosses aides financières pour être capable de croître à l'international, très complexe. On ne rentre pas dans les bonnes cases facilement pour être soutenu. Et lorsqu'on arrive à l'international, ben, c'est encore pire parce que ça coûte cher à l'international. Donc, la stratégie que nous, on a utilisée pour y arriver, c'est d'être les meilleurs dans un créneau. La première fois, ce n'est pas ce que j'ai fait. Ça m'a coûté très cher. La deuxième fois, c'est ce qu'on a fait, les meilleurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on réussit à être en Chine, en Pologne, en Hongrie, parce qu'on est bon dans une seule chose et ils viennent nous chercher pour cette chose-là en particulier. Mais ce n'est pas l'aide que l'on a eue qui a fait la différence, c'est l'énergie de nos équipes, parce qu'aujourd'hui, sinon, on n'aurait pas pu compter sur l'aide. Par contre, c'est non négligeable, ce que je vais mentionner, c'est que nous n'avons pas eu d'aide, mais nos clients ont eu de l'aide. Et c'est une des raisons aussi du regroupement aujourd'hui. Ce qui a fait que ma première entreprise, TopTech, qui a réussi à lever, c'est que nos clients avaient de l'aide gouvernementale. À ce moment-là, ça fait très, très longtemps, hein, j'étais très jeune, 25-26 ans, c'était le programme Impact PME, qui aidait les entreprises à pouvoir stimuler leur mouvement, à vouloir implanter des bonnes pratiques pour avancer dans un contexte de compétitivité. Il y a eu plein d'autres programmes hein, jusqu'au PACME récemment. Tous ces programmes-là ont permis, dans notre contexte à nous, de stimuler des entrepreneurs à oser avancer dans une direction qui n'était pas naturelle, faire un pas en avant. Et donc, nous, de travailler avec eux et de développer des expertises. Et à force de développer des expertises, c'est devenu une force québécoise qui fait qu'aujourd'hui, on déploie ça actuellement dans une usine de fromage en Chine, dans une usine de poulet en Hongrie, parce que nos clients nous ont engagés avec de l'aide gouvernementale qui a permis de faire le move aujourd'hui. Fait que la vraie aide, pour nous, c'était l'indirect qui a aidé à pouvoir amener les entreprises québécoises à avancer. Et ça a été une force indéniable. Donc, je ne peux pas me plaindre de ça, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est rendu là. Pour le deuxième côté, si j'ai plus de temps, vous me bloquez, vous coupez ma caméra, gênez-vous pas. Pour Encore une minute. C'est bon. Pour la partie, donc, la gestion internationale dans les circonstances actuelles, très complexe, très complexe. Nous, on était, je vous dirais, merci d'une certaine manière à ce qui s'est passé au niveau du gouvernement. S'il n'y avait pas eu d'aide pour conserver nos employés, nous, on est passé de 35 millions à 0 à peu près en l'espace d'une semaine et demie. Pas le choix, on est un marché où on travaille chez nos clients. Les clients sont plus loin de fonctionner, donc on n'existe plus d'une certaine manière. Fait qu'on il y a de l'aide qui existe, des programmes gouvernementaux qui ont permis de se revirer une chance, sinon probablement qu'on n'existait peut-être même plus, en fait. Et ce qui est compliqué, c'est de travailler à l'international parce que justement, les règles sont différentes. Tout arrivait à la graine. Hein? Au fur et à mesure, on apprenait qu'est-ce qui allait se passer. Et là, il faut garder une équité entre nos personnes. Il faut garder une indépendance. Il faut s'assurer qu'on fonctionne bien encore sur les territoires. Gérer l'international dans le service conseil, dans la réalité qu'on a connue dans le COVID, très, très, très complexe. Et c'est normal, on n'est pas la priorité. On n'est pas la priorité pour nos clients. Un client qui est en difficulté financière, il va même se faire coacher par ses conseillers de payer son consultant à la fin parce que ça n'empêche pas de vivre. Fait qu'on n'est pas la priorité pour être payé, on n'est pas la priorité pour être aidé et on n'est pas la priorité de relance de nos clients parce qu'ils veulent sécuriser les actifs. Fait quelles sont nos chances de survie? Sont faibles en tabarouette quand on regarde ça comme ça. Par contre, tous nos clients nous disent qu'aujourd'hui, ils n'ont jamais eu autant besoin de nous, mais ils n'ont jamais eu autant moins la capacité de nous payer. Fait que vivre dans tout ça, c'est très complexe. Et pour ça, probablement que le regroupement qui était commencé en novembre explose aujourd'hui. Parce que tout le monde espère que ça va un peu changer et qu'on va être pris au sérieux et qu'on va réussir à faire avancer cette intelligence-là d'affaires collectives qui permet à nous d'exister et d'aider nos clients pour exister sur un marché compétitif international.
j'essaye de fermer là, sinon je vais emporter. C'est bon, c'est bon. Écoute, tu me tends une perche pour la question suivante avec une réponse très brève, s'il vous plaît, pour Olivier. Dans le regroupement, il y a des membres qui sont compétiteurs entre eux. Alors, comment collaborez-vous justement pour pouvoir vous sortir de ce contexte difficile-là? Est-ce qu'on peut parler de compétition plutôt que de compétition? Ben, définitivement, là, je pense que c'est la force, en fait, c'est une des forces du regroupement à l'heure actuelle, c'est d'avoir été capable d'aller générer cette synergie-là, ce dynamisme, puis de catalyser toutes les forces. Je pense que c'est absolument incroyable. Tu sais, si on prend une analogie sportive, des fois, j'ai l'impression qu'on est au match des étoiles ou qu'on est aux Olympiques, où est-ce qu'on a pris, oui, à peu près toutes les meilleures, on les met ensemble, on les fait travailler ensemble. Oui, on va compétitionner et on espère en fait compétitionner les uns contre les autres la semaine prochaine, puis aujourd'hui s'il le faut. Mais je pense qu'on reconnaît tous que justement, si on a été capable de développer des entreprises comme les nôtres indépendamment, d'une manière bien évidemment individuelle, bien, en se regroupant ensemble, on va être capable de faire une différence au niveau de l'économie québécoise, de changer la culture économique, encore une fois, pour revenir puis d'avoir la reconnaissance qui est importante de l'économie du savoir, créer une économie du savoir qui va être plus forte, qui va permettre au Québec de se transformer puis de tirer son épingle du jeu au sortir de cette crise-là. Parce que je pense que c'est ça l'important aussi. Hein? On dit que ce n'est pas juste de repartir les entreprises, c'est pas juste de repartir l'économie, c'est de repartir plus fort et d'être capable d'aller capitaliser sur les manques, sur ce qu'on va avoir appris à travers cette crise-là, pour que l'ensemble du Québec soit plus fort, que nos entreprises soient capables d'exporter. Des entreprises comme celle de Jean-Philippe, on en veut plus. On en veut dans le secteur des services professionnels, on en veut dans le manufacturier, on en veut dans le retail. En fait, on veut aller exporter. Hein? On en parle, M. Fitzgibbon parle souvent du déficit commercial du Québec. Bien, tout le monde ensemble, si on se serre les coudes, bien, on va être capable, je pense, de réduire ce déficit commercial-là. Donc, ma réponse n'était pas aussi courte que tu voulais, mais effectivement, je pense qu'il y a effectivement une belle compétition qui est rafraîchissante, je pense qu'il est motivante aussi pour tout le monde. Excellent, merci beaucoup Olivier. Alors, je vous propose maintenant d'aborder le dernier thème de la discussion, un dernier thème qui est peut-être, qui compte une ou deux questions de plus là, que les précédents. Alors, ce thème-là porte sur la place du secteur des services professionnels dans notre économie. La première question est pour Annick. Annick, comment envisagez-vous le futur du secteur des services B2B? En fait, je vais faire un peu de pouce sur le commentaire d'Olivier. Je pense que le futur des services professionnels B2B va passer par une forme de décloisonnement des expertises ou peut-être dit autrement, là, par la création d'un réseau d'expertise. Et j'aime beaucoup le concept de co-compétition et en fait, la question va devenir jusqu'où on va oser exploser ce concept-là. J'aime bien le verbe oser que Jean-Philippe a utilisé à plus d'une reprise. C'est sûr que tous les membres du recrutement ont fait partie de l'industrie du savoir qui est, évidemment, on est tous dans des secteurs très compétitifs, que ce soit dans le monde juridique, les relations publiques, le publicitaire, marketing, conseil RH, etc. Mais on a tendance à travailler beaucoup en silo et évidemment avec des moyens qui sont pas toujours, des moyens plus ou moins limités là, en comparaison aux plus grosses firmes d'envergure internationale. Et donc, c'est un défi pour nous tous de se scaler ou de scaler le modèle d'affaires pour arriver à un niveau de revenus qui nous permet vraiment de déployer les moyens des grandes firmes mondiales. Et je pense que le futur du B2B va justement passer par une solution à cette réalité-là. Et je pense que la formule de partenariat d'affaires avec une offre multidisciplinaire qui est carrément 360, c'est vraiment une voie intéressante pour moi et je pense que le regroupement ouvre une porte particulièrement d'intérêt là-dessus. Et c'est d'autant plus intéressant que le regroupement s'est créé même avant la COVID. Donc, c'est un besoin qui existe, qui, je pense, va se manifester de façon plus accélérée. Et je pense qu'on doit affirmer haut et fort la compétence qui existe au sein du regroupement de propriétés québécoises
puis ensuite optimiser les synergies de nos portefeuilles de services. Et donc, ça va nous exiger de sortir un peu de notre modèle d'affaires, mais je pense que c'est ce qui va nous permettre justement d'être plus concurrentiel sur le plan mondial. Donc ça, c'est la première chose, je pense, et peut-être le deuxième volet, j'en reviens toujours un peu à la question des talents. Pour moi, COVID ou non, là, la guerre des talents va demeurer un défi important pour nos industries. Et on se rend compte, en fait, qu'il y a vraiment un ratio de plus en plus important dans le chevauchement des expertises. Et donc, en fait, le talent qui se trouve dans le domaine juridique, à certains égards, peut tout aussi bien travailler dans une autre zone d'expertise. Et donc, je pense nos clients cherchent des solutions intégrées. Et encore une fois, je pense qu'il y a une opportunité à tirer profit des synergies au niveau du talent qui existe dans le regroupement. Et je pense que le futur des services B2B passe par ça. Et le troisième volet, pour moi, qui est tout aussi important, c'est toute la notion de l'expérience client. De la même façon que le commerce de détail en ligne permet maintenant une expérience client très taillée sur mesure, axée sur le besoin et les habitudes des consommateurs, on va devoir revoir et repenser la façon dont l'expérience client est vécue via les services professionnels ou de firmes professionnelles. Je pense en particulier, les outils technologiques sont complètement en train de transformer nos rapports actuellement. On le voit en particulier, évidemment, avec ce qui se passe depuis la pandémie, et je pense qu'on doit redéfinir les paramètres de l'expérience client en fonction des pratiques qu'on peut voir dans d'autres industries. Alors moi, je trouve ça très stimulant de faire partie du RFSPI parce que je pense qu'on peut s'aider justement à redéfinir cette expérience client-là et s'aider entre nous dans une saine compétition. Et je pense que justement, le futur des services B2B va passer notamment par la redéfinition de cette expérience-là. Et je pense qu'on peut s'aider et s'épauler là-dedans. Donc, c'est vraiment les trois volets que je vois. Excellent. Merci beaucoup, Annick. Julie, j'aimerais te permettre de rebondir. Mes petits défis pour toi, je te demanderais de le faire en 1 minute si tu es capable. Alors, de ton côté, comment vois-tu les choses? Bien, écoute, je trouvais la question d'Annick parfaite, fait que j'étais déjà rendue à la science. Non. En fait, tout à fait d'accord au niveau de la multidisciplinarité de nos offres. Je pense qu'on est tous les premiers à accompagner nos clients dans leur transformation, dans leur réinvention. On est nous-mêmes en train de réinventer comment on travaille. On est nous-mêmes en train de changer les opérations dans nos entreprises. Donc, je le vois beaucoup comme ça. C'est sûr qu'on est aussi dans un moment où on voit l'importance d'avoir des offres de services diversifiées pour passer à travers des crises. Je pense aussi que dans l'avenir, on va beaucoup, je pense qu'on va regarder nos relations clients différemment. Parce que je pense qu'on va encore plus les apprécier. Et c'est stimulant. Puis, je vais garder le reste de ma réponse pour ma prochaine question. Excellent, merci. Prochaine question pour Elisabeth. J'ai l'impression que Jean-Philippe a effleuré le sujet tantôt, mais j'aimerais ça que tu nous parles peut-être des principaux risques qui pèsent sur les industries que vous représentez présentement. En fait, comme mentionné un peu plus tôt, le secteur du service est intimement lié à l'économie d'un pays où, ici au Québec, et la crise du COVID a eu un impact très violent sur toutes les entreprises de services et encore plus particulièrement celles qui sont en acquisition de talent parce que le fondement même de notre service, c'est le talent. Et quand tout le monde est mis en pause, disons que tout s'arrête. Donc, c'est sûr qu'il y a des risques qui pèsent sur ce secteur-là.
mais des risques qui pèsent peut-être sur des éléments qu'on ne contrôle pas. Et toute cette crise, on ne contrôle pas grand-chose. Mais il y a 3 éléments dont je voulais peut-être parler un peu plus. Tout d'abord, je voudrais peut-être commencer sur une note positive à dire que ce qu'on remarque dans notre secteur, c'est qu'il y a une reprise peut-être un peu plus rapide qu'anticipée. Peut-être c'est la pénurie de talent qui est dictée déjà. Annick l'a mentionné tantôt, la guerre du talent, c'est réel. Elle n'a pas été nécessairement effacée par la crise et même certains économistes envisagent de se retrouver au même point au niveau de la pénurie de la main-d'œuvre d'ici 12 mois où on était juste avant la crise et on sentait tous une surchauffe, la course au talent. Donc, cette crise, par contre, les risques qui pèsent, le premier, c'est le virage technologique. On en a parlé plusieurs fois au courant de cet échange. C'est un virage qui est entamé depuis longtemps. Par contre, là, il est en mode accéléré. En acquisition de talent, on a cette chance de voir peut-être en amont les besoins de talent à venir et la tête chercheuse étant spécialisée dans les rôles en communication, marketing, il y a plusieurs années, on se faisait demander des talents que peu de gens connaissaient encore, mais que les entreprises sentaient qu'elles auraient besoin. Aujourd'hui, on voit encore plus ces changements de métier. Donc, les virages technologiques et numériques vont ajouter de la pression sur les attentes, nouvelles compétences. Quand on lit un poste de direction de communication auquel on souhaite avoir une compétence en gestion de la donnée, on est loin de la description traditionnelle d'une direction de communication. Donc, il risque d'avoir toute une course à la recherche de nouvelles compétences. Ça, c'est un élément. La deuxième, c'est que cette crise a envoyé tout le monde en télétravail. Du jour au lendemain, on s'est retrouvé dans un contexte d'insécurité totale, à travailler de chez soi. Je trouve qu'on l'a réussi très bien pour la plupart, mais ça a eu un impact et ça aura un impact dans le futur qu'on anticipe sur la santé mentale des employés, sur peut-être une révision où ils vont peut-être revisiter les valeurs personnelles qui vont guider leur choix professionnel. La recherche équilibre vie-travail était déjà très présente. Aujourd'hui, est-ce que ça peut devenir une nouvelle norme? Puis là, on va se retrouver avec des entreprises, des entrepreneurs, tout un secteur qui veut redémarrer, rattraper les mois. Et peut-être que les équipes ne seront pas mobilisées ou motivées par la même quête. Donc, il va y avoir tout un beau défi au niveau de l'acquisition, la rétention, la motivation des ressources. Et encore là, je pense que tout le secteur des services peut très bien soutenir les entrepreneurs ou les entreprises à ce niveau-là. Et finalement, il y a une statistique qui est sortie hier que je lisais que 41% des employés au Québec envisagent changer d'emploi quand la crise va se stabiliser un peu. Sachant qu'en moyenne, au Québec, il y a un mouvement de la main-d'œuvre qui tourne autour de 24%. Ce chiffre peut devenir un méchant casse-tête pour les organisations qui étaient déjà en manque de ressources. Donc, il y a beaucoup de défis qui attendent ce secteur. C'est sûr que la connaissance du marché d'ici devient une force tellement importante et les firmes de services peuvent amener cette intelligence, peuvent soutenir nos entreprises à faire face à ce défi. Merci beaucoup, Élisabeth. Je disais au début de la discussion qu'on avait un petit peu d'avance. On a, je ne veux pas dire perdu l'avance qu'on avait parce que ça ne s'est pas perdu du tout. Ça a été tellement intéressant. Il nous reste encore 2 questions. Alors, j'appellerai Mario et Julie à qui s'adressent les prochaines questions à être brefs dans leurs réponses. Donc, voilà, je propose qu'on aille tout de suite de l'avant. Mario, on a parmi nous, en fait, bon, tu représentes la firme Mallette, qui est une firme qui est partout, présente partout dans la province, mais pas à Montréal même. Alors, pouvez-vous nous parler de comment vous voyez les interconnexions entre Montréal et les régions?
Je vais commencer par dire qu'on n'est pas à Montréal, mais on est à Terrebonne et Saint-Hyacinthe, donc on n'est pas loin de Montréal. Écoutez, pour nous, quand un Montréal fort, c'est une province de Québec forte. Montréal qui commence à chômer, c'est un Québec qui va avoir la grippe. Donc, c'est très important que Montréal soit en bonne situation. Pour nous, c'est aussi un incontournable parce que, je l'ai dit un peu plus tôt, on a bien beau être grand au Québec, avoir bien des régions, mais les décideurs, que ce soit des sièges sociaux, les administrations des grandes compagnies, tout ce qui est public, parapublic, les décideurs se trouvent sur l'île de Montréal. Fait que malgré qu'on n'est pas sur l'île de Montréal, on est souvent à Montréal parce qu'on n'a pas vraiment le choix d'être proche de ces décideurs-là. Le Fonds de solidarité, la Caisse de dépôt, le Fonds CSN, nommez-en Investissement Québec. Et donc, l'interconnexion entre les deux est un incontournable. Il faut absolument que les gens, les décideurs dans cette grande ville soient conscients qu'il y a beaucoup de travailleurs un peu partout au Québec. Notre firme, c'est 1000 ressources dont 0 sur l'île de Montréal. Donc, vous imaginez que si on veut donner du travail à ces 1000 ressources-là, puis si on veut avoir des défis intellectuels, si on veut développer une expertise un peu partout, que ce soit en Gaspésie ou à Sept-Îles, il faut que les décideurs sur l'île de Montréal pensent à favoriser jusqu'à un certain point les gens dans les localités où se passent les projets. C'est rien, mais je vais vous donner un exemple dans les bureaux de comptables. Il y a déjà plusieurs années, là, il est arrivé les IFRS, les normes comptables internationales. On n'a pas la chance d'appliquer ça souvent, mais on peut l'appliquer. Et dans notre cas, notre meilleure façon de l'appliquer, c'est vraiment dans les régions où on retrouve des minières, des compagnies importantes qui viennent de l'extérieur du pays, qui ont besoin de ces états financiers avec ces normes-là. Si les décideurs des sièges sociaux sur l'île ne pensent pas à donner des mandats dans les régions, bien, cette expertise-là, on ne pourra pas la développer. Si on n'en fait pas, il n'y en aura plus. Et donc, un jour, on pourrait avoir que les Big Four qui puissent faire des mandats en IFRS parce que l'expertise va être traitée d'une façon internationale. Donc, c'est important, je le vois avec tous les intervenants dans chaque secteur d'activité, que l'État participe à former nos gens par l'octroi de mandat. Donc, l'interrelation entre toutes les régions et Montréal, très, très important. C'est pas gros, l'île, mais il y a beaucoup de monde et les décideurs sont là. Merci. Merci beaucoup, Mario. Alors, Julie, j'ai l'impression que je te demande toujours d'être brève dans ta réponse, brève et punchée. Je sens que tu vas être capable de faire ça. Chez LG2, ça fait partie de vos forces. Alors, je te demanderai peut-être juste de procéder avec le mot de la fin. Qu'est-ce qui vous permet de rester optimiste pour la suite? Bien, chez LG2, justement, on est des entrepreneurs. Puis ça, c'est en grande partie ce qui me rend optimiste parce que j'ai l'impression que parce qu'on est des entrepreneurs, pas juste j'ai l'impression, je le sais, là, parce qu'on est des entrepreneurs, je me sens agile, combatif, résilient, puis ça prend ça pour naviguer la crise. Puis je sais aussi que parce qu'on est des entrepreneurs, ça nous rend meilleurs parce qu'on rend des comptes juste à nos clients. Mais parce qu'on est des entrepreneurs, présentement, c'est aussi plus tough parce qu'on n'a pas de filet de sécurité. C'est d'autant plus important que si c'est nos entreprises qui créent le plus de richesse, qu'il y ait un mouvement justement pour favoriser l'entrepreneuriat québécois. Puis la deuxième chose qui me rend super optimiste, c'est la création justement du regroupement puis toute la prise de conscience de la société sur l'achat local. Bravo au gouvernement d'avoir lancé ce cri de ralliement-là. Mais bravo à tous ceux qui sont en train de répondre parce que chez LG2, justement, on a fait une campagne, on se serre les coudes avec 19 de nos clients. Il y en a plein qui, quelques semaines plus tard, nous envoient des résultats qui me donnent les larmes aux yeux. Les consommateurs sont en train de répondre, sont en train de changer profondément leur comportement, même si ça veut dire attendre leur colis une couple de jours de plus. Donc là, c'est à toutes les autres entreprises, à tous les grands acteurs de la société à également embarquer dans ce mouvement-là. Fait que je pense que ce qui me rend le plus heureuse, c'est toute cette prise de conscience collective-là et que la société se fait à faire les choses différemment. Merci beaucoup, Julie. Très intéressant. Je pense que je vois les commentaires aussi dans le chat. Je pense que les gens ont beaucoup apprécié. Puis je pense que vous allez avoir des nouveaux membres aussi au sein du regroupement. Alors, c'est tout le temps que nous avions. Vraiment, on a étiré jusqu'à la dernière minute. Merci à vous 6 pour ces échanges vraiment passionnants. Merci aussi à tous nos participants d'avoir été là. Merci à Hydro-Québec, la presse, Rogers, de Gazette qui sont nos collaborateurs sur l'événement. Nous avons prévu un court sondage quand vous vous déconnecterez. Je demanderai aux participants de prendre une minute pour y
répondre. Ça nous permet de nous améliorer en continu. Je vous réitère aussi que la vidéo va être disponible très prochainement sur le site de la Chambre si vous voulez regarder le webinaire à nouveau. Et je prends un moment juste pour vous glisser un mot sur la programmation de la semaine prochaine. On a une semaine chargée encore, alors l'été approche, mais on n'est pas encore en vacances. On reçoit Sophie Brochu, qui est nouvellement à la tête d'Hydro-Québec lundi matin. On aura également François Cardinal, qui est éditorialiste à la presse parmi nous. Et un peu plus tard dans la semaine, on reçoit Robert Mercure, qui est à la tête du Palais des Congrès. Alors, tous des sujets d'actualité qui seront abordés avec eux. Visitez notre site web au ccmm.ca pour avoir la programmation complète. Mesdames, messieurs, merci encore pour cette belle discussion. Merci aux participants. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Merci. Beaucoup.